Alors maintenant, après l'Arctique, on continue notre voyage vers l'Europe, donc avec Michel Gébrac, qui est titulaire de la chaire en entrepreneuriat minier. Voilà. Merci. Une présentation sur l'industrie minière en Europe. Il y a des considérations géopolitiques, mais on va surtout regarder l'économie. Et je dois reconnaître que ça fait un certain temps que j'ai quitté l'Europe. Alors donc j'ai parfois un regard un peu distant sur cet ensemble-là. Alors c'est un continent minier, évidemment. C'est là où sont nées l'industrie minière. À la fois les mots comme quartz, feldspath et autres noms saxons nous montrent bien que c'est né dans ces environnements-là. Et on ne le sait pas, mais peut-être, mais l'Angleterre, par exemple, a été le premier pays minier du monde. En 1840, la mine de Parish Mountain, qui est au Pays de Galles, dans l'île d'Anglesey, était la première mine de cuivre dans le monde. Autrement dit, l'Europe a été un très grand continent minier, sans aucun doute. Alors on va parler d'une Europe politique, une Europe qui comprend essentiellement la zone euro, ici en bleu, et les 27 pays de la communauté européenne, auxquels il faut rajouter les pays en rouge. Ce n'est pas tous les pays. Vous voyez qu'il y a un trou au niveau de la Suisse, il y a un trou au niveau de la Norvège. Ce n'est pas tous les pays qui font partie de l'Europe, mais enfin, c'est la majorité. Nombre d'habitants, 500 millions d'habitants à peu près, 12% de la population active dans le monde, 54% de retraités en 2050. Okay, c'est un pays de vieux. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est un continent de vieux. C'est un continent qui a eu une transition démographique en fait avant tout le monde. Les Anglais avaient trop de monde. Ils ont exporté leurs gens partout sur la planète au 19e siècle. Et puis eh ben, après, je dirais que la baisse de la natalité a rattrapé la baisse de la mortalité. Et on se retrouve donc maintenant dans une situation où on a énormément de gens âgés avec des traditions très fortes dans tous les pays. Néanmoins, ces gens âgés, ils ont de fortes demandes en termes de métaux, de matériaux. Quand on compare la consommation des Européens, ils consomment 2 fois moins d'énergie par habitant que les Américains, mais ils consomment à peu près presque autant de métaux et de produits industriels que les Européens. Donc il y a évidemment une très forte demande. Quel est le style de cette demande? Et là, c'est quelque chose d'important. Ce diagramme-là qui a été proposé par Christian Hockart, c'est un diagramme qui met en relation le degré de développement et les besoins en termes de métaux. Alors vous voyez qu'à la gauche, c'est d'abord les pays émergents. Ils ont besoin de métaux, ils ont besoin de construire des ponts, ils ont besoin de fer, de manganèse et tous ces métaux-là. Ensuite, eh bien, se développent les produits intermédiaires, on va dire les voitures par exemple, hein, et donc on aura besoin de métaux de base, on aura besoin d'aluminium, de cuivre, de zinc, d'étain, pour ce qu'on appelle les produits blancs, hein, les machines à laver ou les automobiles. Puis après, il y a vous et puis les Européens qui ont besoin en fait maintenant de produits de haute technologie. Et donc on n'a plus besoin de fer. Bien sûr, le pont Champlain s'écroule, mais à part le pont Champlain, on n'a pas tant besoin de fer que ça. On a besoin de métaux high-tech, donc de lithium, de cobalt, d'indium, tous ces métaux de haute technologie, ces métaux bonbons qui constituent en fait les éléments de la révolution industrielle. Donc les Européens, ils sont surtout sur ces éléments-là. Et le reste, en fait, ils ont déjà une bonne partie, d'autant qu'une bonne partie des métaux de base et que des métaux ferreux se recyclent. On a un recyclage du fer qui est relativement important, de l'aluminium qui est relativement important, et même du cuivre. Ça n'empêche qu'il faut quand même des besoins. Et l'Europe est un continent extraordinairement dépendant. Vous avez ici une liste d'une série de métaux, et vous voyez que sur ces métaux-là, non, vous ne voyez pas, mais je vais vous les dire, les métaux en rouge, c'est 100% de dépendance. Antimoine, beryllium, bore, cobalt, molybdène, niobium, platine, terre rare, rhénium, tantal, étain, titane et vanadium, tout ça, là, c'est 100% d'importation. L'Europe est totalement dépendante. L'or, 96% d'importation. L'uranium, 94% d'importation. Hein, on se rappelle que la France est à plus de 70% à l'énergie nucléaire. Le chrome, okay, 94%. Le phosphate, essentiel pour les engrais, 93%. L'aluminium, 86%. Le fer, 82%. Bref, l'Europe est terriblement fragile au niveau de sa dépendance en termes métalliques. Et ça, c'est quelque chose qu'on s'est rendu compte en Europe depuis plusieurs années. On a donc développé, comme les Américains, une notion qui est la notion de métal critique. Des métaux qui sont à la fois, qui présentent des risques sur l'approvisionnement. Il y a de très forts risques, par exemple, pour des métaux comme le nickel, le zinc, le vanadium. Hein, il n'y a pas assez de sources. Et d'autre part, il y a des risques d'approvisionnement dans lesquels on n'est pas sûr de pouvoir les avoir. Par exemple, les terres rares. Il suffit que les Chinois ou les Américains coupent le robinet, et là, évidemment, on est mal pris. Le platine, pareil, hein, les BMW auraient plus de pot d'échappement. Donc on est vraiment dans une situation où l'industrie européenne est dépendante d'un certain nombre de pays et de beaucoup de pays. Vous voyez sur cette carte-là des éléments, ça vient de Russie, ça vient d'Inde, ça vient du Japon,
Ça vient de Chine, évidemment, il y en a une grande liste, mais ça vient également d'Afrique, en particulier d'Afrique centrale. Ça vient d'Amérique du Sud, du Mexique, des États-Unis et même du cobalt du Canada. Donc l'Europe ne peut pas vivre sans un système d'importation. Et évidemment, elle a besoin d'un libre-échange absolu. Alors, comment se fait cette régulation? C'est essentiellement un rapport de force entre des consommateurs et des producteurs. Entre des consommateurs qui veulent le meilleur prix et des producteurs qui veulent le meilleur prix. Ce n'est pas exactement le même d'habitude. Okay. Ce qu'on a vu, c'est qu'après une période où c'était les États avaient laissé les compagnies se débrouiller, on voit revenir actuellement à un nationalisme des États qui se mêle de plus en plus. Autrement dit, on est passé d'une politique qu'on peut appeler néolibérale, hein, rappelez-vous Bush et Margaret Thatcher, dans lequel l'État, on n'en veut surtout pas, débrouillez-vous, monsieur, dame, à un État dans lequel, réflexion faite, eh bien, les entreprises ne sont pas seules, toutes seules, ça ne suffit pas. Il faut un apport de l'État pour les aider, les encadrer, et ainsi de suite. Le troisième élément qui change énormément les rapports de force, c'est que autant la première décennie du XXIe siècle était une décennie d'abondance des métaux, dans lequel le prix des métaux avait monté beaucoup. Alors on a trouvé beaucoup. On avait peur d'une pénurie, donc les prix des métaux ont été extrêmement élevés. Tout le monde servait vers les métaux. Et on arrive aujourd'hui en 2012, dans lequel le prix du fer est à la moitié de ce qu'il était il y a 2 ans. Le prix du pétrole est à la moitié de ce qu'il était il y a 2 ans. Et le prix de l'or est aux 2 tiers de ce qu'il était il y a 2 ans. Donc on est vraiment dans une situation où l'économie du monde a changé et dans laquelle la course aux métaux va se faire de manière différente. Et même si à long terme on en aura besoin, on est quand même dans une situation très largement différente d'il y a 2 ans. Alors quelle est la production minière en Europe? La production minière en Europe, il y a un petit dessin qui est assez rigolo à faire. C'est vous avez ici une carte de la luminosité de l'Europe la nuit. Alors vous voyez qu'il y a Paris, ça brille, hein, bien sûr, hein, Londres, ça brille, la région de Turin, okay, Madrid, on voit que ça, de la nuit, l'Europe est lumineuse. Où sont les mines? Les mines, elles sont dans le noir, tout simplement. Elles sont loin des sources lumineuses. Quand on les regarde, elles sont essentiellement dans les endroits qui sont dans le noir la nuit. Les mines ne sont pas, évidemment, près des gens la plupart du temps. Qu'est-ce qu'on voit comme mines? On voit des mines essentiellement en Scandinavie. On en voit dans les pays de l'Est, essentiellement. Bulgarie, Roumanie, un peu Pologne, Serbie. On en voit du côté atlantique en Irlande. Et on en voit dans le sud de l'Espagne et du Portugal. Et qu'est-ce qu'on produit? Bien, on produit essentiellement des métaux de base, du zinc, du fer, du cuivre, du nickel, dans l'ensemble de ces éléments-là. La production européenne a tendance à augmenter. Il y a eu 13 mines qui ont été découvertes et mises en production depuis 2004. C'est beaucoup, le chiffre m'a surpris. Ça prouve qu'il y a effectivement des mines qui ouvrent. Mais pourquoi? Où est-ce qu'elles ouvrent? Elles n'ouvrent pas en France, elles n'ouvrent pas en Angleterre, elles n'ouvrent pas en Italie, elles ouvrent tous dans le monde scandinave. Okay. L'endroit où se fait le développement minier aujourd'hui, c'est un tout petit peu en Espagne. Vous avez quelques mines dans la ceinture sud-ibérique. Mais vous voyez, l'ensemble se situe principalement dans les pays scandinaves, essentiellement la Finlande et la Norvège et la Suède. Okay. Cette carte-là, qui est une carte qui a été faite par les organismes européens, vous montre l'emploi de miniers. Ça dit la même chose. On voit à nouveau que l'emploi minier se situe en Norvège et dans le sud de l'Espagne. Alors ça représente quoi par rapport au Québec, hein, pour se rendre compte un petit peu? Bien, l'exploration, pour toute l'Europe, c'est 3 fois le Québec. C'est donc à peu près le tiers de ce qu'on fait au Canada. La production de cuivre, c'est plus que le Québec. La production de nickel, c'est pareil que le Québec. La production d'or, c'est pareil que le Québec. La production de fer, c'est pareil que le Québec. Et la production de zinc, c'est à peu près 3 fois le Québec. Vous voyez que l'ensemble de l'Europe, là, c'est pas très différent, en définitive, du Québec. On a une production au Québec qui est tout à fait exceptionnelle par rapport à la taille du continent européen. D'où vient le reste? Bien, le reste vient essentiellement de l'Est. C'est dans l'Est qu'on va trouver des ressources en aluminium, Russie, Kazakhstan, en fer, au Kazakhstan, en Ukraine, le cuivre, on le trouve aussi au Kazakhstan, en Ouzbékistan, au nickel, en or, platinoïde, ainsi de suite, je ne vais pas tout détailler. Ce qu'il faut retenir, c'est que de la même manière que l'Europe est dépendante du pétrole et du gaz russe, l'Europe est dépendante d'un certain nombre de métaux qui viennent des ex-pays communistes, de l'ancien groupe de la CEI. Okay. Et ça, évidemment, c'est une véritable épée de Damoclès, compte tenu des relations politiques qui sont changeantes, évoluantes entre la Russie de Poutine et les pays, les 27 de l'Europe. 97% des métaux sont importés en Europe. Coût, en 2013, 18 milliards de dollars. Donc vous voyez que c'est évidemment 18 milliards de dollars, ça paraît beaucoup. Il faut remettre les choses en perspective.
Le PIB du Portugal, c'est 400 milliards de dollars. Donc c'est beaucoup, 18 milliards de dollars, mais c'est pas tant que ça à l'échelle d'un pays. Mais enfin, c'est suffisamment important pour qu'on se penche dessus. Exportation minière de l'Europe, il y a très peu. Vous voyez, vous avez ici, par exemple, les matériaux bruts, là, raw material, c'est 2%. D'ailleurs, c'est 3 fois moins que la bouffe. Okay, là, non, il faut mieux aller on exporte beaucoup plus de foie gras de canard que de cuivre en Europe. Là, c'est clairement. Pourtant, il y a du potentiel minier. Pourtant, effectivement, il y a un potentiel minier en Europe. Quand l'Europe, comme je l'ai dit, c'était le pays des mines. Pourquoi il y a un potentiel minier? Parce qu'essentiellement, on a une série de chaînes de montagnes, un bouclier scandinave qui ressemble beaucoup, en définitive, à l'Archéen et au Protérozoïque du Canada, des Calédonides qui ressemblent beaucoup aux Appalaches, des Hercynides, les montagnes, la chaîne hercynienne, qui ressemble à certains bouts aux Appalaches aussi, et la chaîne alpine, évidemment, qui se développe vers le sud. Et dans chacun de ces ensembles géologiques, il y a des mines. Alors, je vais vous en décrire quelques-unes. Une qui est très connue, c'est Neves-Corvo. Neves-Corvo qui a été trouvé par des équipes françaises dans les années 80, le plus grand gisement de cuivre d'Europe, un gisement absolument gigantesque, exploité par l'Udine. La Schrutsches, dans le même district, qui a été découvert il n'y a pas très longtemps. C'est remarquable de voir des gisements pareils. Un gisement qui fait 17 millions de tonnes à 7% de cuivre, qui a été masqué simplement par quelques alluvions en surface, et qui a été découvert par Rio Tinto il y a quelques années, et exploité par First Quantum actuellement. Ça, c'est un district remarquable, ceinture sud-ibérique, un district dans lequel c'est le pays des géants, le pays des très gros gisements de sulfure massif volcanogènes. Un exemple, ici, vous avez ici la carte des lentilles de Neves-Corvo. Alors comme ça, à la vue de loin, ça a l'air de rien. On voit bien qu'il y a Neves-Corvo, il y a un corps, Neves, un deuxième corps, Corvo, un troisième, Grassa, un quatrième, Lombador, un cinquième, Zimboal, puis peut-être d'autres nouveaux qui arrivent là. Mais regardez l'échelle. L'échelle, le petit bâton noir, là, c'est 500 mètres. Okay, la mine, elle se développe d'un rayon qui fait pas loin de 8 km. Sur 8 km en profondeur de diamètre, là, il y a des amas sulfurés partout. Okay, c'est un gisement. L'anomalie gravimétrique de Neves-Corvo était tellement grande que pendant très longtemps, les géophysiciens n'ont pas voulu forer. Parce qu'ils disaient, non, ça ne peut pas être une mine, c'est bien trop gros. Donc on ne fore pas. Okay, et donc, c'est un exemple typique de gisement géant, caché. On est à 250 mètres de profondeur, mais qui réside en Europe et sur lequel les gens sont passés pendant très longtemps. L'autre domaine où il y a des mines, c'est donc le domaine de l'Arctique. On en a parlé avec Joël un petit peu tout à l'heure. Ce domaine, entre la Suède, la Norvège, la Finlande et la Russie, dans lequel se situe une géologie qui, d'une certaine manière, ressemble beaucoup à celle du Canada. Vous voyez, c'est rose et vert, rose pour les mers de granit, vert pour les ceintures de roches vertes. Et on trouve là-dedans tout un ensemble de gisements extrêmement importants. Alors, des gisements connus comme Boliden, par exemple, qui sont des gisements de cuivre-or classiques. Kittilä, en Finlande, qui est exploité. Kevitsa, qui est un gisement de nickel. Regardez l'intéressant gisement de nickel, parce qu'il devrait rappeler des choses aux gens qui travaillent du côté d'Amos. 240 millions de tonnes, donc un très grand gisement, à 0,3% nickel, donc à une très faible teneur, et 0,41% cuivre, ça c'est pas mal. Mais Royal Nickel, en fait, a une cible qui ressemble un petit peu à ça. Ça veut dire qu'on voit déjà en Finlande s'exploiter des gisements de ce type-là. Kiruna, t'en as parlé, Joël. Et Kiruna, c'est assez extraordinaire parce que vous avez ici le pit de Kiruna, vous avez la ville de Kiruna, et en coupe, ça donne ça. On voit que donc, vous avez le gisement, qu'on appelle un gisement à apatite et fer, essentiellement. Ce gisement vertical, la montagne de Kiruna a été minée, puis actuellement on continue en profondeur, mais en continuant en profondeur, vu les volumes d'exploitation, le reste de la surface est en train de s'enfoncer vers la profondeur. Il y a 18 000 habitants qui sont en train d'être déplacés actuellement. 18 000. Okay, pensez à Malartic. Okay, on était combien à Malartic là, il y avait 200 maisons, je crois. Okay, quelque chose comme ça. On en a beaucoup parlé. Vous avez déjà entendu parler du déplacement de Kiruna, à part Joël. Okay, qui en a entendu parler? Ça se passe correctement. LKAB a des participations d'État. C'est géré tranquillement. Les gens le savent. Okay, mais c'est un boulot de fou. Okay, on déplace effectivement une ville de la taille, je dirais, de Val d'Or, enfin la moitié de Val d'Or, là, qui est en train d'être déplacée pour faire place à la mine de fer de Kiruna. D'autres gisements, des gisements comme les gisements, alors là on est du côté de l'Europe de l'Est, en Serbie par exemple, Bor, ça c'est un système porphyrique, donc des grands gisements dans lequel actuellement Freeport
et avec un junior qui s'appelle Réservoir, sont en train de chercher. Il y a toute une série de gisements qui ont été complètement oubliés, des gisements de l'ère soviétique qui n'ont pas été oubliés. Puis je vous ai montré la petite photo, là, c'est une mine de sel, pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec une mine de sel. C'est la mine de sel de Wieliczka en Pologne. Alors là, c'est une mine de sel qui a été transformée en attraction touristique. Et vous voyez, maintenant, on peut visiter la mine de sel avec des lustres en cristal. Vous voyez que ça peut servir longtemps, une mine, quand même. Il n'y a pas de problème. Navan, en Irlande, je ne vais pas rentrer dans tous les détails des gisements, mais il y a un fort potentiel. Il y a clairement un fort potentiel minier en Europe, dans des terrains à la fois archéens, des terrains protérozoïques, des terrains hercyniens et des terrains alpins. Alors, comment ça s'intègre par rapport à une filière minière européenne? La filière européenne, vous voyez, j'ai mis 3 étoiles. J'en ai mis une pour la Finlande, j'en ai mis une à Londres et une à Genève, et on va voir pourquoi. Quand on regarde la filière minière, on peut s'intéresser qu'aux mines, mais ce n'est pas que les mines. C'est évidemment du financement, Benoît l'a dit tout à l'heure, c'est de la production et c'est du commerce. Okay, il faut ces 3 étapes-là. C'est pas tout d'avoir du minerai. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas le miner. Et si vous ne pouvez pas le vendre, vous êtes même bien mal pris aussi. Et là, le paysage de l'Europe change. C'est peut-être pas un pays très de production minière, mais c'est un pays qui a un continent qui a bien d'autres avantages. D'abord, la place de Londres. La place de Londres, c'est la place minière mondiale. Vous voyez que c'est plus gros en termes de financement minier que New York, bien sûr que Toronto, ou même que les places minières australiennes. Okay, Londres est le cœur minier du monde. Ils ont acquis ce statut-là depuis le 19e siècle, mais c'est reste le cœur minier du monde. Quand on regarde les bourses de Londres, vous avez 2 bourses à Londres, une bourse des métaux et puis une bourse des petites capitalisations, la même chose qu'on a ici entre Toronto et Vancouver. Eh bien, vous voyez que vous avez les très grosses majeures sont cotées à Londres, évidemment. Les majeures avec plus de 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires, c'est en jaune. Vous voyez qu'il y a 2 endroits sur la planète où est-ce qu'elles sont, à Londres et à New York. Les juniors, celles qui ont moins d'1 milliard, eh bien, elles sont également traitées sur le 2e marché de Londres. Donc, vous voyez que, d'une certaine manière, pour l'argent, pour le gros argent, c'est à Londres que ça se passe. Vous aviez, donc, comme on le disait tout à l'heure, la Mines and Money la semaine dernière. Vous avez à Londres les sièges, ou les 2e sièges d'Anglo American, de BHP et de Rio Tinto. Autrement dit, les très gros joueurs mondiaux, ils sont là. 2e élément, là on va aller à Genève après Londres. Le commerce des métaux. Quand vous commercez les métaux, où est-ce que ça va? Bien, il faut savoir que Genève, qui a un grand port sur le lac Léman, c'est-à-dire que c'est un peu limité quand même, c'est à Genève qu'on fait le commerce de 60% des métaux dans le monde. Okay, ce sont les traders de Genève qui gèrent en fait l'ensemble des bateaux. Quand vous voyez un minéralier qui transporte du fer pour aller en Chine, du Brésil à la Chine, en passant par Singapour, eh bien le gars qui possède le minéralier ou qui paye le minéralier, il est à Genève. Okay, Genève a acquis depuis maintenant une dizaine d'années une situation absolument incroyable de contrôle des marchés mondiaux au niveau des produits métalliques. Pas seulement d'ailleurs des produits métalliques, mais également du pétrole. Vous voyez que c'est 35% du pétrole est géré depuis la Suisse. Et également pour l'agriculture, 35% des produits agricoles sont gérés depuis la Suisse. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle un problème d'interconnexion. Quand vous avez des bateaux en ligne à Singapour, eh bien, il vaut mieux gérer l'ensemble des bateaux, que ce soit des mines, du produit minier, que ce soit des produits agricoles ou que ce soit du pétrole. Il faut gérer l'ensemble. Et l'Europe est le 2e marché de métaux du monde après la Chine. Okay, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas le Canada. C'est 20% du nickel dans le monde, 16% du zinc, 16% du cuivre, et ainsi de suite. Donc vous voyez que l'Europe joue un rôle très important sur le financement et sur le marché des métaux. Mais ce n'est pas tout. Vous avez ici un tableau qui vous montre les grandes entreprises de production, de services. Okay, Caterpillar, Komatsu, Sandvik, ça pour faire une mine, hein, on peut faire ça avec un marteau et une pioche, mais généralement on utilise du gros matériel. D'où est-ce qu'il vient le gros matériel? D'où est-ce qu'il est produit le gros matériel? Premier du monde, les Américains. 2e du monde, les Japonais. Mais après, vous reconnaissez les couleurs rouge, bleu et jaune. Ça vous dit quelque chose, ça? Ikea? Ikea, non? C'est ça, voilà. Pourquoi c'est Ikea? Parce que c'est le drapeau de la Suède. Okay, et la Suède est fondamentalement, vous voyez que c'est Sandvik, c'est Atlas Copco, c'est également Volvo, et puis vous avez même la Finlande avec Metso. Autrement dit, les Européens, et en particulier les Européens du Nord, sont les leaders des productions mécaniques pour les produits miniers. Donc vous voyez que l'Europe a une position dans les mines qui sont extrêmement importantes, à la fois par le financement, le commerce et la production de services, pas forcément par les mines.
L'exploration, elle est délaissée. L'exploration, elle est en fait, si on regarde le nombre de dollars qui est dépensé par kilomètre carré, eh bien, l'Europe est de loin le dernier. On dépense 12 dollars par kilomètre carré par an, c'est pas grand-chose, par rapport au Canada où c'est 65 dollars par kilomètre carré et par an. L'Afrique est en progrès, oui, c'est 19, les États-Unis 41. Et donc, il y a effectivement tout un potentiel géologique largement démontré avec beaucoup de mines, mais qui ont beaucoup été arrêtés. Qu'est-ce qui empêche l'exploration? Je dirais probablement en bonne partie le morcellement des juridictions extrêmement contraignantes. Vous avez en Europe un empilement de juridictions absolument phénoménal. Je donne toujours la comparaison. Poser un permis en France, poser un permis au Québec. Poser un permis au Québec, si vous voulez, on peut faire ça tout à l'heure. Ça prend un téléphone portable, environ 5 minutes, hein, et puis on pose un permis au Québec. En France, c'est presque pareil. Il faut faire juste un rapport, à peu près de 900 pages, 26 exemplaires et 2 ans d'attente. Voilà. Mais c'est la réalité. Okay, je croyais que c'était une blague. Non, c'est vrai, c'est comme ça. Et donc, effectivement, le volume de réglementation, la complexité des juridictions, le manque de volonté politique, fait que ça devient extrêmement compliqué. Alors, les gens s'en sont rendus compte, en particulier les consommateurs s'en sont rendus compte. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de métaux, il fallait bien faire quelque chose. Ils n'étaient pas prêts à payer n'importe quoi. Et donc, il y a plusieurs programmes européens qui sont en cours. Il y a une révision des codes miniers. Alors, c'est pas facile de réviser un code minier, parce que, par exemple, le code minier français, il est fait avec Friend of the Earth, les Amis de la Terre. Alors, les objectifs des Amis de la Terre dans le code minier, c'est pas exactement les mêmes que ceux de la Fédération des producteurs de métaux. Alors, ça donne des codes miniers extrêmement bizarres, qui ont d'ailleurs absolument aucune allure à chaque fois qu'on les regarde. Puis, je pense qu'il y a quelqu'un qui sera avec moi dans la salle, là, Roch. Et ces codes miniers, évidemment, sont issus du fait qu'on cherche à faire un consensus entre des objectifs extrêmement différents. Et résultat, on arrive à faire rien du tout. Tout le monde n'est pas content. Alors, juste pour finir, quelques mots sur les juniors françaises. Vous voyez qu'en France, il y a un petit coin sombre. Okay, il y a de la lumière à Paris, il y a de la lumière sur la Côte d'Azur, il y a de la lumière à Lyon. Mais vous voyez, je dirais qu'entre la Bretagne et la Méditerranée, vous avez une bande, là. Une bande dans laquelle il n'y a pas trop d'éclairage la nuit. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des zones favorables à l'exploration minière. Et c'est effectivement ce qui se passe. Actuellement, vous avez, dans l'ensemble des mines françaises, vous avez 2 compagnies juniors. Une qui s'appelle Variscan Mine, qui est une compagnie avec des intérêts essentiellement australiens, qui s'est installée en France il y a 3 ans, et qui a obtenu 3 permis de recherche, des permis de recherche minière. C'était la première fois qu'on en donnait en France depuis 20 ans. Ils ne savaient même pas ce que c'est, les fonctionnaires. Enfin, les fonctionnaires ont téléphoné à leurs parents là, pour savoir c'est quoi un permis d'exploration. Et là, on leur a effectivement donné des permis d'exploration. Donc, il y a des permis comme à Tréguennec ou à Rouez, dans lequel on a actuellement des reprises donc, de permis. Et puis, une deuxième compagnie qui s'appelle La Mancha. La Mancha, c'est une compagnie qui appartenait avant à Areva, qui a ensuite été racheté par un vendeur de téléphone égyptien, vous voyez, et qui a ensuite donc développé cette mine avec des mines en Afrique qui fonctionnent. Et donc, j'ai dit, pourquoi pas en trouver en France? Et ils sont en train d'en chercher actuellement dans la Creuse et donc dans cette zone un peu sombre du territoire français. Alors évidemment, c'est pas tout à fait facile en France. Okay, dès qu'on regarde un tout petit peu ce qui se passe, vous voyez que c'est comme une or dehors et non aux mines, ni à Rouez, ni ailleurs. Vous voyez que ça prouve que les Français ont de l'ambition. Quand ils veulent quelque chose d'interdit, c'est universel. Voilà. Alors, pour finir, quelles sont les leçons que nous donne l'Europe par rapport au Canada? Eh bien, le premier élément, c'est une courbe qui a été présentée par Raw Materials Group à Stockholm, en Suède, qui montre, vous voyez ici, de 1850 jusqu'à 2009-2010, et qui montre les pourcentages de production mondiale dans le monde. Dans les années 1850-1860, l'Europe représentait 60% de la production minière mondiale. C'est la courbe bleue. Puis depuis cette époque-là, ça n'arrête pas de chuter, évidemment, on voit bien, c'est 3% aujourd'hui. L'heure de gloire de l'Europe, donc, c'est 1860. L'heure de gloire des Américains, c'est la courbe en rouge. Vous voyez que ça passe par un pic dans les années 1930. Dans les années 1930-1935, eh bien, on est là dans la période dans laquelle les Américains ont le maximum de production. C'est là où ils ont près de 40% de la production mondiale. Puis là aussi, ça décroît parce que les Américains, ils sont équipés, ils ont des autoroutes, tout va bien. Qu'est-ce qu'on voit monter? Eh bien, on voit monter essentiellement 2 courbes. Une courbe qui va être la courbe de la Chine, qui se trouve ici en vert. Et puis, il y a une courbe en beige, qui sont des pays du Sud. Et vous voyez que ces pays-là sont en train de monter.
Cette courbe est intéressante parce qu'elle nous montre que les pays miniers, évidemment, ont été des pays miniers, et puis après, ils deviennent quelque chose. Et pour moi, ça donne une série de leçons pour le Canada. Le Canada, pas de maintenant, peut-être de maintenant, mais le Canada peut-être dans 50 ans ou dans 100 ans. Les enjeux actuels de l'Europe seront un jour ceux de l'Amérique du Nord. Les enjeux actuels de l'Amérique du Nord seront un jour ceux de l'Europe. C'est ça que je voulais dire. Okay. Autrement dit, si on se projette dans 100 ans, on sera au niveau européen. On aura eu des mines, on aura été développé, on aura moins besoin de mines. Et qu'est-ce qu'on voit qu'ont fait les Européens? Eh bien, ils ont essentiellement développé, maintenu un certain nombre d'éléments. Le premier élément qu'ils ont maintenu et développé, c'est une finance dynamique. Londres est une bourse dynamique qui permet aux Européens d'avoir encore une vision sur le monde minier. Toronto est la principale bourse des juniors et de compagnies en Amérique du Nord. Et d'une certaine manière, Toronto, ça sera le Londres de demain. Donc il faut absolument maintenir notre activité financière, minière à Toronto. Le deuxième élément, c'est que les Européens ont su construire avec le temps des entreprises de taille mondiale. Des entreprises comme BHP Billiton, Rio Tinto, elles ont 120 ans aujourd'hui. Nous, on a besoin d'entreprises plus grosses qu'aujourd'hui. Et nos compagnies restent encore trop petites. On a besoin d'entreprises de services innovantes. Je vous ai dit tout à l'heure, les camions, les foreurs, ce sont du matériel scandinave. On a tout ce qu'il faut au Québec pour faire ça. On a le savoir-faire, on a du développement technologique, on est par exemple spécialisé dans la machinerie électrique, ça sera la machinerie de demain. On devrait favoriser ces éléments-là parce que ça, c'est les choses qui vont survivre après la mine. Ils ont gardé également une efficacité extrêmement importante. On sait miner de manière très efficace les mines par les systèmes européens. Ils ont gardé une éducation minière de qualité. On trouve des ingénieurs des mines en Europe de qualité partout, et en particulier dans les pays scandinaves. Et ils ont maintenu cette compétence-là, et nous aussi, il faut qu'on la maintienne. Et enfin, ils ont développé une vision intégrée du cycle des ressources. De plus en plus, les ressources, c'est pas seulement les ressources minières, mais c'est également les ressources du recyclage. C'est la manière dans laquelle on va faire circuler l'ensemble des matériaux à l'échelle d'une société industrielle, avec de l'énergie, puisque c'est la clé est là. Et donc, les Européens ont été capables de développer un concept qui se situe entre, je dirais, une économie circulaire, c'est ce que veut dire le rond qui se trouve au milieu, mais une économie qui se situe entre les gisements minéraux à la gauche et les poubelles, qui sont des gisements minéraux, à la droite. Okay. Et donc, la vision intégrée du cycle, c'est un élément extrêmement important. Et pour nous, c'est extrêmement important parce que si on a seulement ce petit bout du cycle, on est évidemment dépendant du reste. On ne peut plus faire de la mine en regardant simplement un petit volet. Il faut regarder de plus en plus l'ensemble des volets. Alors, je voudrais en rester là, donc, sur cette image d'un cycle des métaux dans lequel l'Europe nous enseigne qu'on peut avoir des mines, mais on peut avoir aussi, au-delà des mines, une gestion des métaux intégrée et faire de l'argent non seulement sur les mines, sur les compagnies de services, sur le domaine financier et sur tout ce appel-là. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Michel. Puis place aux questions, s'il y a des personnes qui ont des questions. Non. Apparemment, c'était très clair. Merci. Alors, donc, il ne me reste plus qu'à conclure et à remercier nos conférenciers et l'audience. On est très content de vous avoir promené un petit peu dans le monde minier. Je pense qu'au niveau de l'entrepreneuriat, ces connaissances sont absolument indispensables. On a eu un exemple d'entrepreneur avec M. Lassalle. La technique n'est pas tout. La compréhension des autres est essentielle. Et donc, un entrepreneur, évidemment, il réussit à la fois parce qu'il a un rêve, mais parce qu'il a confronté son rêve aux opinions des autres. Donc, je vous souhaite un bon entrepreneuriat minier et de bonnes fêtes de fin d'année. Merci à tous.